Alors, on est obligé de parler de numérique, même si on reviendra à ce qu'on pourrait presque qualifier comme une sorte de post-numérique. Je sais que ça vous anime, mais je trouve ça très intéressant. Mais avant, on est quand même obligé d'évoquer le numérique avec évidemment l'émergence des appareils numériques. Alors les premiers, très gros, très décevants, des petites images. Ça va s'améliorer tout doucement, années 80, 90, pour qu'à un moment donné, on ait des appareils dont le prix devienne acceptable et puis qu'on dépasse un peu les 600 pixels, quoi. Ça a mis du temps, hein. Oui, j'ai récemment vu le résultat des premiers appareils avec des images qui étaient tellement pixelisées qu'elles deviennent presque intéressantes. Il y a presque un intérêt archaïque aujourd'hui pour les premiers appareils. Mais en général, on date milieu des années 1990. Là, il y a une commercialisation des petits appareils accessibles. Alors, même si la précision n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui, on commence à pouvoir faire une photographie de tous les jours en numérique. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire de révolution technologique ou d'évolution technologique, c'est que finalement, si la technologie se modifie, les usages restent assez proches. C'est-à-dire qu'on continue à faire des photos, à les regarder, à documenter, comment dirais-je, à maintenir devant soi un appareil. Disons que c'est plutôt à l'intérieur de la machine que ça se passe, mais la sociologie, le comportement, en tout cas au début, ne change pas. Avant que finalement on fasse de la photographie avec les téléphones. Mais tant qu'on est sur de l'appareillage photographique, finalement, l'amateur, il trouve ça formidable parce qu'il n'a plus besoin de gâcher de la pellicule. Ça revient beaucoup moins cher. En tout cas, on a une lecture de la gratuité qui se met en place avec la photographie numérique, alors que nous, on sait très bien maintenant, pas les dégâts, mais en tout cas la charge carbone que produit la photographie numérique, puisque toutes ces photographies vont occuper de l'espace, des fichiers, de la mémoire et générer une intense dépense électrique. Nous ne parlerons pas de la boîte à chaussures parce que je pense qu'on vous en a trop parlé. En revanche, on va parler de ce qui a pourri la boîte à chaussures, c'est l'émergence du partage de la photographie en ligne. Là, j'ai envie de citer Flickr qui émerge en 2004, qui va quand même participer à changer les choses singulièrement. Tout à coup, les images, on peut les partager à l'autre bout du monde. Alors il y a la question de partage qui est fondamentale parce que là, pour le coup, la sociologie de la photographie change. Jusqu'à présent, on s'envoie des cartes postales, qui est quand même une culture du XXe siècle très importante. On peut s'envoyer des photographies de famille, mais il n'y a pas le réflexe du partage, l'intensité du partage, la rapidité du partage, qui va arriver véritablement avec la culture Internet. En fait, on dépasse la question photographique pour rentrer dans une culture du numérique, qui est celle dans laquelle on baigne depuis une vingtaine d'années. Je dirais que à côté, en même temps qu'une pratique généralisée, il y a l'idée de l'archive. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où la culture numérique va s'instituer à travers Internet et la façon de faire de la photographie avec des téléphones, etc., on va à la fois surproduire des images au sens où on va en faire beaucoup plus, mais la question de sa conservation va rester entière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avec la culture de l'argentique, bien, on fait des photographies, on en garde, on en jette, mais on les archive. On sait faire, on a une technologie pour les archiver. D'ailleurs, ce n'est pas toujours très simple. Mais là, le grand défi qui est déjà devant nous, et même en partie un peu derrière nous, c'est comment archiver la photographie numérique. On sait faire, sauf que les évolutions technologiques sont telles qu'on est obligé non seulement en termes quantitatifs de trouver des solutions, mais en termes qualitatifs, on en est aujourd'hui véritablement à devoir conserver des machines, et notamment des logiciels, pour pouvoir continuer à voir les images des années 2000. Donc un des grands casse-têtes, ça va être la question de l'archive, parce qu'on produit, on surproduit, si on veut, de la photographie. Donc technologiquement, sociologiquement, il y a beaucoup de choses qui se déroulent et qui vont nous mettre face très vite à la question de comment conserver. Si on aime tant partager, est-ce qu'il faut tout conserver? Voilà. Il y a vraiment quelque chose autour de cette nouvelle matrice à inventer autour de la photographie. Et puis comment ne pas le citer, l'iPhone, donc 2007, avec cette idée que les plus grands événements, les plus grandes catastrophes, les plus inopinées, finalement, ont été documentés à partir de ce moment-là par des amateurs et que nous sommes toutes et toutes devenus des photojournalistes. Et oui, tous photographes, ça a été vraiment un des grands thèmes de ces années 2000 à travers la possibilité d'enregistrer
des scènes avec son iPhone. Moi, je crois qu'au fond, si vous voulez, la démonstration la plus incroyable que produit ce changement de paradigme, c'est que finalement, nous sommes en train de faire tout le temps des images, mais que nous ne faisons que très rarement de la photographie. C'est-à-dire que pour moi, la grande disjonction, elle est là. Elle est en fait dans une culture de l'image qui est pour moi très différente de la culture de la photographie. Tout le monde peut faire des images, mais seuls ceux qui ont une connaissance de la photographie, des appareils de sa technologie, voire du laboratoire, font véritablement de la photographie, pas simplement en termes techniques, mais aussi en termes culturels et intellectuels. C'est-à-dire, non pas faire une belle image, mais penser un projet, penser une succession d'images, penser un rapport avec un texte, c'est-à-dire une écriture. Donc, moi, je crois que ce qui s'invente dans les années 2000, c'est la preuve, peut-être, avec l'obsolescence de la photographie, le fait que la photographie n'est pas qu'une image. Elle est des métiers, elle est de la matérialité, elle est de la technologie, elle est de la culture. Et je crois qu'on vit un moment passionnant en ce moment, qui est que finalement, on a cru la photographie obsolète, alors qu'elle est en train d'apparaître dans son identité, maintenant qu'elle est au-delà finalement de ses usages. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand vous qualifiez cette différence entre deux grandes attitudes photographiques que moi j'associe en général à l'usage ou non du moteur. Vous parlez du cueilleur et du chasseur, Et oui, de ces deux attitudes, de celle où celui qui attend l'image et de l'autre peut-être plus désenvol qui va en faire beaucoup et éditer. Et en même temps, dans les deux cas, on peut sortir des très très belles images. Et oui, oui, j'avais un peu plaqué ces deux grands paradigmes de l'anthropologie humaine, mais c'est vrai que finalement, le cueilleur, c'est en général celui qui attend, mais qui surtout a des dispositifs très particuliers. On a parlé un peu des appareils rapidement tout à l'heure, mais il faut bien distinguer l'appareil réflexe, celui qui permet justement de viser et de prendre la photographie, et puis les appareils moyen format, grand format, la chambre photographique, où finalement on dresse ou on tient sa machine, et on compose avec le dos. Alors maintenant, tout le monde a un dos numérique, puisque le numérique a amené l'image derrière l'appareil. Mais avant que le numérique n'existe, et encore aujourd'hui, les chambres, les moyens formats, les fameux appareils au 6.6, eh bien, on vise, on voit, et on compose avec son cadre, on se déplace, et on prend la photo. Donc, véritablement, on l'accueille, elle est composée. Alors que quand on est avec un appareil réflexe, eh bien on est un chasseur d'images. Fameuse métaphore très juste d'ailleurs du chasseur d'images. On vise, on prend, on tire. Et c'est très différent parce qu'on ne voit pas. On voit quelque chose, mais on ne voit pas ce qu'on va prendre. Pas complètement. C'est jamais on peut le voir après sur le mur. Voilà. Et finalement, le travail du cadre, il se fait au moment de ou après. Exactement. Mais donc c'est deux cultures, alors qui peuvent être bien sûr en discussion dans un même esprit, mais en tout cas, il y a les photographes qui composent et les photographes qui tirent. Je pense que la plupart des photographes que vous connaissez seraient certainement à même de se mettre peut-être ici et là, mais souvent ici ou là. Peut-être. Ouais. Alors, comment ne pas nommer Instagram? Je me rappelle d'une étudiante que j'avais un peu offusquée en disant « Est-ce bien si nouveau finalement? Mettre des mots-clés avec des images, on le fait déjà avec Twitter. Retoucher des images, on le fait déjà avec Photoshop. Les partager, on le fait déjà avec Flickr. » Mais ce qu'a su faire avec brio Instagram, avec un site où on n'a qu'une action finalement, un seul bouton, c'est rassembler des choses qui existaient déjà de manière assez brillante. Et là, on a d'ailleurs des artistes qui ont émergé d'Instagram et qui aujourd'hui encore si important dans la photographie. Dans l'image, pardon. Oui, alors non, mais c'est ça qui est très amusant. C'est qu'effectivement, Instagram, c'est le royaume des images. Mais les photographes ont su s'en emparer. Alors, bien sûr, pour donner une publicité à leurs travaux, ça, je dirais que c'est le niveau zéro. On donne à voir. Mais dans ce donner à voir, il y a, à travers ce qu'on peut quand même faire en termes de traitement d'image, il y a une manière de faire la promotion de ce que l'on aime en photographie, de ce que l'on fait soi-même, mais aussi de ce que l'on défend. Et c'est assez amusant, par exemple, de voir qu'aujourd'hui, sur Instagram, vous avez des quantités de photographes qui montrent des travaux qui sont, d'une certaine manière, en décalage chronologique avec Instagram. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple travailler avec des matériaux ou des physiques, ou de la physique ou de la chimie très archaïques, mais qui vont le montrer sur Instagram. Pour moi, Instagram, c'est le royaume du paradoxe parce que c'est là qu'on trouve le plus de choses vintage. Donc c'est amusant de voir qu'un support finalement très contemporain est capable de générer des goûts qui sont presque en contradiction avec son actualité.
Et que d'ailleurs, les filtres préférés au tout début, c'était les filtres vintage. Et c'est intéressant quand vous aimez dissocier un petit peu le monde des images et le monde de la photographie au travers de quelques notions comme la composition, qui nous renvoie à la peinture d'ailleurs. On pourrait presque aller plus loin aussi en considérant ces images qui sont totalement calculées ou ces images qui sont à la fois acquises et capturées. Je pense notamment au royaume de l'architecture. On en parlera peut-être plus tard avec notamment une mission qui vous est chère, qui est la Datar. Aujourd'hui, les images d'architecture, elles sont parfois calculées par leurs ordinateurs, parfois c'est des prises de vue, on ne sait plus bien, j'ai même presque envie de dire que parfois on s'en fout un peu, qu'une image va nous faire rêver d'un bâtiment sans même qu'on sache, comme avec le siècle des Lumières, ces plans qui étaient si beaux, quoi. Ah oui, mais moi je trouve le parallèle absolument convaincant parce que si on est un tout petit peu renseigné sur ce qu'est le métier d'architecte aujourd'hui, 90% des architectes font des images. Beaucoup ne construisent pas. Ah oui. Et pourquoi ils font des images? D'abord parce qu'ils ont des outils pour les fabriquer, et puis parce qu'ils gagnent des budgets en faisant des images. Ce n'est pas les plans qui font gagner les budgets, c'est les images. Donc quand vous rencontrez des architectes aujourd'hui, en tout cas pour ma part, beaucoup se sont reconvertis et sont des excellents graphistes et fabriquent des images d'architecture. Donc je pense que le devenir image de l'architecture, on y est. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un vrai marché qui frôle celui du jeu vidéo en termes d'application pour faire des images qui sont dites réalistes, donc pas des photographies, mais avec quelque chose de photographique malgré tout.